Pourquoi le continent reste toujours debout? On veut amener l'Afrique à prendre position d'une certaine manière sur ce qui se passe en Ukraine. Parce que le silence aussi, c'est une position. Hein? On veut que l'Afrique prenne position dans un camp. Pourquoi concrètement l'Afrique réussit et ou peut-être veut garder sa position? Alors, je vais prendre, après le brillant exposé de Jonathan, je vais prendre deux images, deux exemples très concrets pour illustrer ce qui se passe. La visite de ces deux dames à l'Union africaine. Oui. Le premier élément, c'est quoi? C'est la pierre décisive. Vous savez, tout à l'heure, lors du premier sujet, le sujet d'accueil, nous parlions de la respectabilité internationale. Et que cette respectabilité internationale, pour être effective, ne peut être assise que sur l'image que le pays donne à l'international. Quelle est l'image que l'Afrique a donnée? Et qu'est-ce que ceux qui se sont présentés à l'Union africaine pensent de l'Afrique? La pierre décisive, c'est quoi? C'est que Sisyphe est condamné à rouler une pierre des bas-fonds jusqu'au sommet d'une montagne pour se libérer. Alors, il roule la pierre, il arrive effectivement au sommet et par un fait qu'on ne contrôle pas, la pierre rentre à la base, là où il était, et Sisyphe recommence. Voilà le logiciel dans lequel les autres regardent l'Afrique. C'est la pierre de Sisyphe. Et c'est tellement profond que si nous revenons dans l'histoire de notre pays, je suis encore au premier élément. Si nous revenons dans l'histoire de nos pays, nous avons des leaders qui libèrent et nous avons des leaders qui ramènent. Ils sont habitués à ce jeu. Mais ils sont habitués à ce jeu. C'est pour ça qu'ils ne croient pas à ce qui se passe au Mali. Je suis d'accord avec Jonathan que eux, ils pensent que tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'eux, ils incrustent dans notre cerveau, que nous sommes condamnés à un répétitat de ce qu'ils nous ont demandé de faire. Prenons un cas typique. Le 28 septembre 1958, à Conakry, Sékou Touré dit non à la communauté franco-africaine, proclame l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958 et met un pays sous les rails. Il met un État sur les rails. Lorsqu'il décède en 1984, la France qui avait préparé ces éléments refuse qu'un homme de main comme lui, Lansana Beavogui, assure un intérim qui est prévu par la Constitution. Un coup d'État de Lansana Conté survient. Il faut bien comprendre. Quel est le rôle de Lansana Conté? C'est de détruire tout ce que... c'est de ramener la pierre de Sisyphe du sommet de la montagne vers la base. Conséquence. Toutes les entreprises publiques mises sur pied par Ahmed Sékou Touré, elles sont bradées. Elles sont vendues. À un moment donné, Lansana Conté se fâche un matin, il va fermer une usine, il rentre avec les clés de l'usine dans sa poche à la présidence de la République. Oui, il faut... Parmi les vendeurs, c'est Lou d'Alain Diallo. Donc, la France, les éléments de la France et de l'Union européenne, de tous ces États occidentaux, c'est d'éviter que la pierre de Sisyphe n'arrive au sommet de la montagne. Et si la pierre de Sisyphe, par malchance, est arrivée, il faut la rouler vers la base, chercher un autre qui va rouler à une vitesse voulue jusqu'à un niveau où ils estiment que voilà le prisme sous lequel on regarde l'Afrique. Allons au Mali, où nous étions tout à l'heure lors du premier sujet. Modibo Keïta proclame l'indépendance. Après la conspiration de l'Union soudanaise et sénégalaise à l'époque. Ouais. Lorsque la confédération s'éclate
il proclame immédiatement en 1960 l'indépendance de la République du Mali. 2 ans après, il met le franc malien dans le marché économique. Alors, la pierre décisive à ce moment était arrivée au sommet de la montagne. Alors, quel est l'homme lige pour ramener la pierre décisive à la base, au fond? On cherche un certain Moussa Traoré. Il vient, il fait le boulot. Un lieutenant à l'époque. Le lieutenant Moussa Traoré. Il nomme un certain Yoro Diakité Premier ministre. Et à un moment donné, on trouve Modibo Keïta mort à la prison de Tundéni. Il est empoisonné dans une bouillie qu'on lui a donnée le lendemain. Alors, entre-temps, Moussa Traoré, qui a dit qu'il était de passage? Je suis venu mettre de l'ordre dans la maison et partir. Alors, il s'installe. Le parti unique qu'il avait dit qu'il est venu combattre, lui-même il installe l'UDPM, un autre parti unique. Et ainsi, la pierre décisive qui était au sommet, elle rentre à la base de la pyramide jusqu'au moment où les autorités maliennes d'aujourd'hui arrivent. Tout cela, c'est pour expliquer pourquoi les 2 ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne sont partis à l'Union africaine. Alors, lorsque vous regardez ces 2 exemples, restons sur ces 2 exemples, vous comprenez le drame de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi on a besoin désormais d'une souveraineté véritablement retrouvée. Et que cette souveraineté soit pérenne. C'est-à-dire qu'elle ne soit plus la pierre décisive qui, à un moment donné, va se retrouver dans des mécanismes de prostitution avec l'extérieur et on va se retrouver en train de recommencer un boulot que nous pensions avoir achevé en son temps. Voilà le drame de l'Afrique. Alors, comment il considère lorsque vous êtes un rouleur de pied jusqu'au sommet? Parce que c'est désormais nous venons parler aux Africains. Il y a ceux qui sont capables de rouler la pierre jusqu'au sommet. Nous recherchons aujourd'hui ceux qui vont conserver la pierre décisive au sommet et qui vont empêcher que cette pierre ne rentre à la base. Voilà ce que nous les panons. Voilà le chemin que le président Madakani, que tous les autres, le chemin vers lequel pour lequel nous nous sommes engagés. Que la pierre décisive, une fois arrivée au sommet, elle ne retombe plus en arrière. Parce qu'elle ne retombe pas par notre fait, elle retombe par coup d'État, elle retombe par des légionnaires qui foisonnent, elle retombe par tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, lorsque les chefs de diplomatie française et allemande se retrouvent à l'Union européenne, dans un somptueux palais construit par la Chine, elles n'ont pas eu honte de se retrouver dans des salons bien construits par la Chine. Mais oui, elles ont un langage dans leur tête, c'est qu'il faut développer le logiciel. Le logiciel consiste à penser que l'Afrique est assez immature. Et à ce niveau, nous revenons au discours de Nicolas Sarkozy, le boucher de Tripoli, lorsqu'il a dit à Dakar qu'il n'était pas suffisamment entré dans l'histoire, alors que l'Afrique, c'est l'histoire. Donc, ces 2 chefs de diplomatie viennent à l'Union africaine pour dire à Moussa Faki Mahamat, le pendant africain qui se trouve à l'Union africaine, nous allons le déguster là où il se trouve. Par exemple, il faut prendre ce que je suis en train de vous dire très au sérieux. Alors, ils vont le voir de convaincre les chefs d'État africains pour qu'ils condamnent l'agression russe en Ukraine. Est-ce qu'il y a l'agression russe en Ukraine? Mais c'est l'Ukraine qui a agressé la Russie. C'est l'Ukraine qui a agressé la Russie. Lorsque vous avez un voisin qui élève des vipères, mais s'il s'agit d'une agression, c'est une agression. Et nous voulons leur faire comprendre. Alors, maître, vous dites bien que c'est l'Ukraine qui a agressé la Russie. Mais oui. Je voudrais que vous soyez un peu plus précis. Mais lorsque vous avez un voisin qui accepte que n'importe quoi arrive dans son territoire, dans votre voisinage proche, soyons clairs. Comment est-ce que l'Ukraine va accepter que des armes bactériologiques soient développées? Comment la Russie va accepter que des armes bactériologiques soient développées dans un pays voisin au sien?
Mais c'est élever des vipères. Vous avez un voisin qui élève des vipères, mais sachez que les vipères vont traverser la barrière et vous retrouver dans votre propre territoire. Voilà l'histoire de l'Ukraine. Mais bien sûr, la Russie n'a que mettre les grillages. Elle n'a jamais agressé l'Ukraine. Non. Pour que, oui, que les paix passent. Pour entrer en Russie, Vladimir Poutine a dit non. Voilà le dossier. Donc, nous pensons à un moment donné, que le moment est venu pour l'Afrique, pour les Africains, de dire que la pierre décisive ne doit plus tomber du sommet où elle se trouve. Donc, la souveraineté retrouvée, c'est la pierre décisive au sommet de la montagne. Et cette pierre, désormais, elle doit y demeurer à perpétuité. Voilà comment nous allons développer nos pays. Donc, le moment est venu pour les Africains de dire que l'Occident est en déclin. Ce sont les Chinois qui ont donné le nouvel nom de l'Occident, le vieux continent. Et les Chinois les appellent désormais le vieux continent. Et ils viennent, ils achètent tout. Mais les Chinois achètent tout, ils ne se plaignent pas. Ils retombent vers l'Afrique. Ils veulent créer le chaos en Afrique. Parce qu'ils continuent de penser que nous sommes au congrès de Berlin, où le grand gâteau avec les cerises a été divisé. Il faut continuer dans cette division. Nous continuons. Et que l'Afrique aujourd'hui, et c'est la deuxième image, c'est la chèvre de M. Séguin. Elle a franchi l'enclos. Blanquette n'est plus dans l'enclos de M. Séguin. La chèvre de M. Séguin est sortie de l'enclos. C'est le langage que nous allons donner désormais à l'Occident. Pour le dire que notre souveraineté retrouvée, elle n'est plus à refaire. Une fois retrouvée, elle reste et elle reste à perpétuité. Merci beaucoup à vous, maître Janvier et Momo. Afrique Média, le monde, c'est nous.